Dans cette vidéo, nous allons faire une petite étude de cas sur des données fictives. Lorsque le prix de vente d'un article augmente, il arrive souvent que la demande baisse, c'est-à-dire que moins d'articles risquent d'être vendus. Le tableau que vous avez sous les yeux rend compte de la demande en milliers d'articles en fonction du prix de vente de l'article. Par exemple, sur la première ligne, on peut lire que si l'article est vendu à 2 euros, on estime que 84 milliers d'articles seront vendus. Nous nous plaçons du point de vue du vendeur. Parmi trois situations, nous nous demandons quel changement sera le plus avantageux pour ce vendeur. Nous nous consacrons à l'effet du changement de prix de vente de l'article. Est-il plus avantageux pour le vendeur de passer d'un prix de vente de 2 euros à 7 euros? Ou bien un passage de 4 euros à 5 euros? Ou encore est-il préférable de passer d'un prix de vente de 2 euros à 6 euros? Même point de vue. On peut imaginer qu'une baisse plus ou moins conséquente des demandes peut être compensée par l'augmentation assez importante du prix de vente. Nous allons donc comparer dans les trois augmentations de prix la variation de la demande par euro d'augmentation. Lors du passage du prix de vente de 2 euros à 7 euros, il y a une baisse de 25 milliers de demandes et une augmentation de 5 euros du prix de vente. Cela correspond à une baisse moyenne de 5 milliers de demandes par augmentation de 5 euros. Dans le cas d'un prix de vente qui passe de 4 euros à 5 euros l'unité, il y a une baisse de 5 milliers de la demande pour une augmentation de 1 euro du prix de vente. On retrouve une baisse moyenne de 5 milliers de demandes par augmentation de 1 euro. Enfin, dans le cas d'un changement de prix de vente de 2 euros à 6 euros, l'augmentation du prix est de 4 euros, soit un peu moins que dans le premier cas, où c'était une augmentation de 5 euros. Cependant, la variation de la demande est de moins 16 milliers dans ce dernier cas, ce qui est une baisse moins importante que dans le premier cas où il y avait une baisse de moins 25 milliers. Et finalement, cela revient à une variation moyenne de la demande de moins 4 milliers par euro d'augmentation. Le passage de l'article de 2 euros à 6 euros a donc la plus faible baisse de demande en rapport de l'augmentation de prix. On peut donc, avec ce point de vue, conseiller un tel changement de prix. Introduisons un peu de vocabulaire mathématique. La demande peut être modélisée en fonction du prix de vente grâce à une fonction dont l'expression apparaît en bas de l'écran. Dans ce cas, le prix de vente à l'unité est la variable x et la demande est l'image f de x. Avec ce modèle, dans la partie droite de l'écran, nous avons donné plusieurs valeurs différentes à la variable. Dans chaque cas, on a donné une première valeur à la variable. On pourra appeler cette valeur petit a. Ensuite, nous avons donné dans chaque cas une deuxième valeur à la variable. Nous pourrons l'appeler petit b. Lorsque nous avons étudié la variation du prix, nous avons calculé la différence b moins a. C'est ce qui apparaissait avec les flèches sur le côté dans le tableau. La variation de la demande correspond à f de b moins f de a. Enfin, la variation de la demande par euro correspondait au rapport de f de b moins f de a et de b moins a. Essayez de visualiser une formule pour calculer le taux de variation d'une fonction f entre 2 et 7. Mettez pause si nécessaire. On peut par exemple écrire f de 7 moins f de 2 sur 7 moins 2. Pour la fonction f, nous allons reprendre la représentation graphique de la fonction demande que nous avons vue dans une autre vidéo. Calculons la différence entre f de 7 et f de 2. En faisant ce calcul, on a en fait regardé la distance algébrique de f de 2 à f de 7. Calculons maintenant la différence 7 moins 2, qui donne 5. Elle correspond à la distance algébrique de 2 à 7. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Souvenez-vous,
des flèches parallèles aux axes pour compter une variation en abscisse et une variation en ordonnée. Je vous représente cela à un autre endroit sur le graphique. Pour ceux qui n'ont toujours pas la référence, je vous écris en haut à gauche de l'écran le quotient de ces deux variations. Un dernier indice avec un petit jeu de notation. Alors, quelle interprétation graphique peut-on donner au taux de variation de f entre 2 et 7 ? Le mot-clé est coefficient directeur. Le taux de variation de f entre 2 et 7 est le coefficient directeur de la séquente ACF au point d'abscisse 2 et 7. La séquente à la courbe au point d'abscisse 2 et 7, c'est la droite qui passe par les deux points de la courbe dont les abscisses sont 2 et 7, c'est-à-dire A et B sur ce graphique. En conclusion, on pourra retenir les mots-clés taux de variation, coefficient directeur et séquente. Nous voilà dans le grand 2 de l'essentiel. Nous allons voir ce qu'est le nombre dérivé et ce qu'est une tangente, et nous allons faire le lien entre les deux. Pour cela, nous allons nous pencher sur une représentation graphique d'une courbe. Donc ici, elle est représentée par la courbe noire, par sa courbe CF, et on s'intéresse à un point particulier qui est noté ici A. Son abscisse c'est XA, et en l'occurrence ici elle vaut 2,5, entre 2 et 3. La droite bleue est une séquente à la courbe CF au point A et au point M. Cela veut juste dire que la droite bleue coupe la courbe de CF en A et en M. Le H qui est ici représente en fait la distance entre le point A et le point M. Je peux les faire varier, donc si H diminue, j'approche le point M du point A, et après je le dépasse de l'autre côté. On remarque que lorsque j'approche le point M du point A, la droite bleue, c'est-à-dire la séquente, et la droite rouge se rapprochent. La droite rouge est appelée la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2,5. Je peux choisir un autre emplacement pour le point A, par exemple à peu près à une abscisse de 1,5, et de même je peux rapprocher le point M du point A et observer cette droite bleue, la séquente en ACF en A et en M, qui s'approche de la tangente ACF en A. La tangente ACF en A, c'est une droite qui est très proche de la courbe autour du point A. Ici, c'est une droite, la droite rouge, qui est très proche de la courbe qui est noire. Sur l'écran est aussi affiché le coefficient directeur de la séquente bleue, qui change quand le point M se déplace, et en rouge, c'est la pente de la tangente. C'est cette pente qu'on appelle le nombre dérivé. Donc on voit que quand le point M se rapproche du point A, la pente de la séquente se rapproche du nombre dérivé. Nous avons vu comment lire graphiquement l'équation réduite d'une tangente. Il n'est pas toujours possible de lire sur le graphique l'équation de la tangente, soit parce que l'ordonnée à l'origine n'apparaît pas directement sur le graphique, soit parce que le coefficient directeur est trop imprécis à calculer. Si on nous demande l'équation réduite de la tangente mais qu'on ne peut pas la voir graphiquement, ou qu'on peut la voir de manière plus précise, on va pouvoir le faire grâce à cette propriété. L'équation de la tangente est donnée par la formule que vous avez devant les yeux.
je tiens à rappeler tout d'abord qu'une équation réduite est sous la forme y égale mx plus p ou y égale ax plus b selon les notations qui ont été utilisées par vos professeurs. Y désigne les ordonnées et x les abscisses des points de la tangente. On laisse sous la forme y et x, puisque cette équation décrit le lien entre toutes les ordonnées et toutes les abscisses des points de la droite de la tangente. M, P ou A et B, ce sont des nombres. Dans la formule qu'on a sous les yeux, on retrouve le y et le x. Les autres éléments, ici, sont exprimés en fonction de xa, l'abscisse du point A pour lequel on s'intéresse à la tangente, mais souvent, on aura une valeur. Ce qui fait que quand on va vouloir utiliser cette formule, on va d'abord bien déterminer ce qu'est xa. On va pouvoir le remplacer ici, ici et ici. Et ensuite, on va déterminer le nombre dérivé en xa et l'image en xa. Pour déterminer ces nombres-là, on aura affaire soit à une formule, soit à un graphique, soit ce sera donné par l'énoncé ou par une question précédente. Donc, on va retenir que dans cette formule, on ne va pas chercher à remplacer x et y. Alors, je vais mettre « on laisse ». Et pour le reste, on va chercher à remplacer. Donc, soit ça va être une formule, un calcul, un graphique, l'énoncé, ou toute autre information. On laisse y et x en place et on va chercher à remplacer les autres éléments à partir de ce qu'on connaît.